Allez, on va démarrer, il est 18h04 et puis on laissera venir librement les participants. Et donc voilà, merci de vous connecter, merci de revenir peut-être goûter à la communauté si vous n'êtes pas connecté ou si vous n'avez pas participé à un des cercles, un des événements de ces derniers temps. Voilà, j'espère que vous allez y retrouver quelque chose que vous venez peut-être consciemment ou inconsciemment chercher. Et puis il y a peut-être des nouveaux aussi, hein, des gens qui découvrent. Donc moi je suis surpris, je vois des noms, enfin il y en a plein évidemment, la plupart d'entre vous que je connais pas, que j'ai jamais rencontrés, mais il y a quelques personnes familières. On peut peut-être prendre un temps justement euh, pour éviter d'être dans un webinaire qui serait uniquement informatif ou qu'on consommerait un peu comme ça avec une partie de son attention. Et ben justement se mettre dans l'énergie du cercle autour du feu si vous en êtes d'accord, et tout simplement se regarder, prendre un temps. On fait ça tous les mardis matins dans nos rituels du mardi qui sont ouverts à tous. On prend juste un temps pour non pas se dévisager, mais s'envisager, se regarder. Voilà, on peut faire défiler la mosaïque et s'ouvrir aussi un peu par le regard. Voilà. Pas se retrancher, mais plutôt aller à la rencontre de l'autre par le regard dans quelque chose plutôt d'ouvert. Donc, re-bienvenue. Donc la consigne sur la technique, ouais, les micros vont être fermés pour l'instant. On vous invite à garder les caméras ouvertes, mais on vous invite aussi, quand vous le sentez, et quand vous pensez que c'est pas nécessaire, vous pouvez aussi la mettre la fermer, hein. C'est une façon de prendre soin aussi de la consommation de tout ce beau système, et donc de prendre soin de notre petite planète. Et puis pour ceux qui découvrent notre communauté ce soir, je vais vous rappeler deux choses sur notre communauté, ce qu'on appelle notre why, notre raison d'être. Ouais, cette raison d'être, je vous la lis, elle a été écrite comme ceci: rassembler et soutenir les leaders d'entreprise dans un chemin de conscience et d'engagement destiné à mettre leur organisation au service des êtres humains, de la terre et du vivant. Voilà, une autre façon d'œuvrer à ça, que ce soit ce soir ou de manière générale dans toutes les activités qu'on propose, c'est de favoriser l'évolution intérieure et spirituelle des leaders. C'est pour ça que ceux qui découvrent ce soir, soyez pas étonnés, on commence par un feu, on va faire un petit temps de pratique. Il n'y a rien de magique dans tout ça, juste une intention. Et donc favoriser cette évolution intérieure spirituelle parce qu'on considère qu'elle est essentielle. Elle est essentielle pour que nos entreprises se transforment de façon authentique et de façon durable. Alors qu'est-ce qu'on va vivre ce soir? On va respecter un peu nos traditions sur les webinaires. On prendra un petit sas, hein, je vous guiderai dans une toute petite pratique pour se centrer, pour se rendre le plus présent possible. Et puis surtout, on va accueillir Christophe Samples, qui est là. Où es-tu? Si tu peux faire un petit coucou, je ne te vois plus, mais tu Je es suis là. là. Je ne sais pas si tu me vois Voilà. dans ma vignette. Donc bienvenue Christophe, bienvenue dans le cercle. Je vais prendre un petit temps pour te présenter après. Christophe, tu vas avoir la principale du temps de parole, hein. On va échanger ensemble et puis tout au cours de l'échange, vous pourrez euh, réagir, poser des questions dans le chat. On ne pourra pas forcément traiter les questions, mais parfois une question c'est plus intéressant qu'une réponse, puis ça nourrit aussi les autres. Et une fois qu'on aura fini notre échange avec Christophe, on se dispatchera en petits groupes comme on a l'habitude de le faire, hein. Donc ça sera une possibilité pour vous de mettre des mots sur ce que vous allez ressentir dans la découverte peut-être ou les idées que Christophe va nous partager. Et puis entendre ce que ça fait aussi, entendre des élans que ça partage. Et puis bien sûr, en petit groupe, c'est rencontrer d'autres membres de la communauté. Et c'est aussi ça, on est aussi là pour ça. Donc voilà, on aura comme ça un petit temps après pour boucler notre webinaire. On essaiera de finir à 19h30. Et si vous en êtes d'accord, je vais vous présenter quand même un petit peu Christophe et après on se fera notre temps de présence. Alors moi, les présentations, je suis très très mauvais. Euh, donc je vais te présenter comme avec le cœur, on va dire. Euh, et je vais te parler d'abord de notre rencontre parce qu'on s'est rencontrés à la convention des entreprises pour le climat à Marseille.
Et donc à la fois, j'ai eu la chance de t'entendre sur scène, de t'entendre parler des choses que tu as développées ce soir, de modèles économiques régénératifs, de même se poser une question régénérative, en tout cas d'une méthode pour aller vers cette économie-là. Donc j'ai vraiment, ça m'a ouvert pas mal de choses dont je vais vous parler. Et puis, en dehors de la rencontre intellectuelle, il y a une rencontre de cœur. Et depuis, on se parle régulièrement, et c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de te convier parmi nous. Alors plus formellement, tu es alors entrepreneur, tu es chercheur, tu es spécialiste des modèles que j'ai vus. Alors je ne sais pas l'expression à forte soutenabilité, donc des modèles économiques à forte soutenabilité. Et puis plus récemment, il y a 2 ans, je crois, Lumia, l'aventure Lumia, à peu près 2 ans. C'est ça. Donc, il y a 2 ans, tu t'es lancé dans un nouveau projet entrepreneurial qui est en fait une école de formation d'enseignement supérieur et un centre de formation autour des sujets qui nous rassemblent ce soir, de l'économie régénérative, des modèles régénératifs, et donc avec tout un ensemble de cursus qui sont offerts à des gens en formation, et il y a des dirigeants et des managers en formation continue. Et puis, il y a un centre de recherche action aussi, que tu nourris, parce que tout ça, on va le voir, c'est work in progress aussi. Donc, il y a Tout à encore fait. des choses à explorer. Euh, Peut-être pour compléter, moi j'avais envie, puisqu'on s'est eu avec Christophe avant que tout le monde arrive, et j'avais envie de te demander pourquoi tu étais là, en fait, ce soir avec nous. Écoute, pour partager d'abord un sujet qui me tient très à cœur et qui me rend extrêmement vivant, le sujet de l'économie régénérative, et avec peut-être à l'intention, si vous ne connaissez pas cette appellation d'économie régénérative, de vous donner à voir de quoi il s'agit. Et en tout cas, ce que j'espère véritablement, c'est que ça va procurer chez vous ce que ça me procure chez moi au quotidien, à savoir de la joie, de l'espoir. Ça cultive en moi la part la plus vivante qui s'exprime à travers ces travaux. Si vous avez un niveau de conscience élevé, aigu de la situation du monde et en particulier de l'état du système Terre, on a parfois l'impression qu'il y a un abysse qui s'ouvre, qu'on est face à un précipice qui peut nous tétaniser, nous effrayer, nous déprimer. Et moi, personnellement, c'est dans 2 choses que j'ai vraiment trouvé la joie, l'énergie d'affronter ces connaissances parfois un peu lourdes. C'est l'action d'abord. Je suis un homme qui aime réfléchir, mais qui aime réfléchir en associant à ma réflexion l'action. Et puis le deuxième élément, c'est cette fameuse économie régénérative qui est une voie certes étroite, nouvelle, émergente, mais qui, vous allez le voir, offre de réelles perspectives de réparer, si j'oserais dire, notre système Terre, en tout cas de lui faire du bien. Et ben ça rend joyeux, ça rend vivant. Et donc, si vous pouvez partir avec dans votre filet à papillons ce soir un petit bout de cette énergie, je me dis que ça valait la peine qu'on soit tous ensemble réunis ce soir. Ton micro est coupé, Ouais, Romain. je prends déjà un petit papillon dans mon filet. Et d'ailleurs, moi, j'en avais attrapé un quand je suis allé voir, j'ai découvert la raison d'être de Lumia, qui est de rendre viable et désirable l'adéquation entre mon intériorité, mon contexte social et la puissance du vivant. Donc, on va parler aussi du vivant avec toi. On va parler aussi, et ça peut paraître surprenant quand on parle de modèle, d'économie, d'aller très vite parler d'intériorité. Et on va aller regarder ça ensemble. Avant qu'on démarre notre échange, et encore une fois, le chat vous est ouvert, je vous propose qu'on prenne un petit temps, un petit sas, en fait. Hein. Un petit sas entre notre journée. Là, la mienne a été chargée, un petit peu trop. Je ne sais pas comment a été la vôtre, mais en tout cas, je me dis que prendre quelques minutes ensemble pour se centrer, voilà, s'offrir un petit temps conscient et puis renforcer notre présence. Il y a beaucoup de choses qui se passent uniquement quand on est présent. Et comme l'idée, ça va être d'écouter Christophe avec notre tête, mais aussi avec nos cœurs et notre cœur et pourquoi pas notre corps, je vous propose qu'on se fasse, si vous êtes d'accord, un petit temps une petite pratique très courte de quelques minutes. Voilà, pour se poser. Et je vous propose de fermer les yeux dans cette pratique. Voilà, de pas
chercher une posture particulière, juste peut-être prendre le temps de bien vous ancrer dans le sol en posant vos pieds bien à plat. Vous ne le voyez pas, mais moi, ça fait longtemps que j'ai enlevé les chaussures. Donc c'est aussi l'occasion de se mettre vraiment à l'aise. Et puis, comme dans beaucoup de pratiques, on va s'appuyer sur quelque chose qui nous est toujours disponible. C'est notre souffle. Donc je vous invite à prendre contact avec le souffle, votre souffle. Voilà, sans rien vouloir changer, aller à la rencontre de ce mouvement qui nous berce au fond. Dans les pratiques méditatives, il y a souvent l'idée de se dire, mais rien que la rencontre du souffle doit rester un plaisir, une forme de rencontre avec quelque chose de magique qui opère, sans que j'ai rien demandé. L'idée de se laisser bercer par le souffle, par les différents mouvements que le souffle occasionne dans mon corps. Un petit peu à l'image d'un bateau qui est ballotté par le ressac sur une plage. Et puis pour que ce moment qu'on vit ensemble et cet échange qu'on va avoir ensemble soit peut-être un petit peu différent, on peut poser l'intention justement de cultiver une présence un peu plus forte à l'instant, à nous-mêmes, et puis de laisser partir finalement ce qui n'est pas utile, là, maintenant. Quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'une journée fatigante, de choses à faire, de soucis, de préoccupations, une forme de fatigue. Et pour ce faire, simplement s'appuyer sur l'expiration. Imaginez qu'à l'expiration, vous expulsez, vous libérez de ces différentes choses un peu encombrantes, un peu gênantes. Vous pouvez même imaginer qu'à l'expiration, c'est un air de couleur plutôt noire qui sort, toutes ces choses-là un peu négatives. Que plus vous allez vous en libérer, plus cet air va s'éclaircir, devenir peut-être gris, puis blanc, transparent. À l'inspire, je laisse ma vie rentrer en moi, je laisse mon souffle venir nourrir chacune de mes cellules, et à l'expire, je me libère, je laisse partir ce dont je n'ai plus besoin. Et à votre rythme, vous pouvez quitter la pratique. Ouvrez les yeux, bougez votre corps s'il demande quelque chose, cet endroit-là. Et puis, c'est toujours intéressant de voir s'il y a quelque chose qui a changé dans notre perception de l'instant, là, entre juste avant la pratique et juste quelques minutes. Tiens, est-ce qu'il y a un truc qui a changé?
Avant de te poser une première question, Christophe, moi j'avais envie de vous partager qui m'a, ce qui m'a vraiment interpellé en redécouvrant, j'ai découvert l'économie régénérative il y a quelques temps, mais je crois que grâce à notre rencontre, j'ai vraiment redécouvert avec un œil un peu différent et ça a fait un peu l'effet pour moi, un peu le même effet renversant que quand j'ai découvert à l'époque les travaux de Frédéric Laloux sur les entreprises opales. Ça a été de me dire, waouh, il y a un truc comme ça, il y a quelque chose comme ça qui existe. Et ça fait un bien fou pour un acteur qui est engagé ou qui a des désirs forts de transformation, d'engagement dans la transition sociétale. Alors à quel niveau ça fait un bien fou, je trouve, et je vous fais le teaser de ce que Christophe va nous partager, mais je vous parle surtout de ce en quoi ça me nourrit moi, c'est que j'ai le sentiment qu'on a, quand on est engagé dans la transition, quand on essaie de transformer nos modèles, nos boîtes, il y a aujourd'hui deux trous dans nos raquettes d'acteurs du changement. Il y a un premier trou, c'est que tout le monde s'accorde à dire que il faut qu'on soit capable de développer le monde de demain, de développer un nouveau narratif de comment ça serait demain pour mobiliser les énergies. Et en fait, tout le monde s'accorde à dire ça, on a énormément de mal, en tout cas je vais parler moi, j'ai énormément de mal à développer un narratif puissant, à dire ben voilà à quoi ça pourrait ressembler, regardez ce que ça pourrait être demain si on entame un changement. Donc ça c'est un premier trou dans la raquette, c'est une difficulté à se projeter, donc à projeter les hommes et les femmes de l'entreprise dans quelque chose qui est réjouissant. Parce que la décarbonation, à dire on va décarboner notre boîte, c'est pas très mobilisateur comme injonction. Et puis un deuxième trou dans la raquette, c'est que parfois on fait des transformations et puis on a parfois le sentiment que, ok, il y a des choses intéressantes, on peut devenir une entreprise à mission, on peut libérer son organisation, mais il y a peut-être que vous ressentez ça, en tout cas moi c'était prégnant, il y a l'idée qu'on s'attaque pas au cœur du truc. Le cœur du réacteur, le cœur d'une organisation, en tout cas un de ses cœurs, c'est son modèle économique. C'est son modèle de développement. Et donc, l'idée de se dire, mais en fait, même si on travaille l'intériorité, même si on fait des transformations organisationnelles, si on n'attaque pas le cœur du truc, est-ce que vraiment on va y arriver? Et donc, à cet égard-là, je trouve qu'il y a une perspective très réjouissante dans ce que Christophe va nous présenter. Parce que déjà, le renversement, c'est de se dire, ben, nos économies, nos boîtes, elles ne peuvent pas donc simplement se limiter à justement faire attention à ne pas avoir d'impact sur le vivant. Donc, limiter leur impact. Non, elles peuvent contribuer à régénérer le vivant. Ça, c'est assez extraordinaire comme bascule de paradigme. Et puis, il y a une perspective salutaire, c'est de sortir, en fait, de ces modèles économiques qui sont basés sur la croissance. Et je finirai sur ces quelques mots qu'il y a sur la jaquette d'un de tes livres, Christophe, que tu m'as offert, qui est aussi une BD. Et c'est une BD qui fait du bien. Je fais pas la promo, hein, c'est pas mon genre de faire la promo des trucs, mais quand ça fait du bien, et c'est un livre qui fait du bien parce que déjà il nous parle d'entrepreneurs. Hein, on n'est pas bombardé de concepts, même s'ils sont bien abordés. Mais surtout la dernière phrase, enfin la phrase de la jaquette, je trouve qu'elle est très porteuse d'avenir. Nous dit les entreprises ne peuvent plus être contraintes de devoir vendre toujours plus pour se développer. Ce n'est tout simplement plus compatible avec l'état de notre planète et la finitude de nos ressources. Et donc, avec l'économie régénérative, il y a une possibilité de sortir de ça. Et donc, je trouve ça particulièrement porteur d'espoir. Ouais. Donc, ma première question, Christophe, pour rentrer dans l'échange avec toi, c'est est-ce que tu peux, de manière aussi synthétique que ça soit possible et aussi abordable pour ceux qui vont découvrir le concept ce soir, et même pour les autres, nous parler des fondements. C'est quoi l'économie régénérative, les fondements vraiment de cette démarche? Avec grand plaisir. Pour comprendre l'économie régénérative, il faut d'abord en rappeler rapidement le contexte. Et je serai très très bref, puisque j'imagine que la plupart d'entre vous sont sinon très familiers de ce sujet, en tout cas l'ont dans un coin de la tête. Le contexte de l'économie régénérative, c'est celui des limites planétaires. Les limites planétaires, c'est quoi? C'est le fruit de travaux qui ont été menés par de nombreux scientifiques qui ont cherché à comprendre ce qui caractérise l'équilibre du système Terre. Ils sont repartis de travaux en paléoclimatologie, hein, donc l'étude du climat sur des temps extrêmement longs. Et qu'est-ce qu'ils ont réalisé? Ils ont réalisé que le système Terre a connu des variations en termes de température extrêmement importantes. Et il y a 10 000 ans, ces variations se sont tassées autour d'un point d'équilibre.
Et ce point d'équilibre a marqué l'essor de la civilisation telle qu'aujourd'hui nous la connaissons. Ils ont cherché à comprendre ce qui caractérisait ces conditions d'équilibre et ils ont identifié 9 grands processus géophysiques, les 9 limites planétaires qui expliquent dans leurs interactions les unes avec les autres ces conditions d'équilibre particulièrement propices à la vie que nous connaissons. Pour chacune de ces limites planétaires, ils ont été capables d'identifier des variables d'évaluation et des seuils à ne pas dépasser, au risque sinon d'emballer le système et de sortir de ces conditions d'équilibre. Quand ils ont commencé le travail en 2009, plus exactement quand ils ont publié les premiers travaux, ils sont arrivés à la conclusion que 3 des 9 limites étaient dépassées. Les travaux ont été répliqués en 2015 et ont conclu au dépassement d'une 4e limite. Et puis, cette année, nous avons dépassé en début d'année une 5e limite, tout récemment une 6e limite. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons un système Terre qui est comme une marmite de lait sur le feu, qui commence à bouillonner et avec le risque que le lait déborde et avec le risque qu'on en foute partout. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à ça, penser la transformation de nos organisations, penser la transformation de nos économies pour réduire l'impact négatif qu'elles exercent sur les écosystèmes et sur la société ne convient pas. J'utilise souvent l'image d'une baignoire. Si vous avez une baignoire qui déborde parce que le robinet est grand ouvert et que vous dites pour résoudre ce problème de débordement de la baignoire, je vais donner un quart de tour au robinet, le robinet il continue à couler et la baignoire elle déborde encore un peu plus. Donc c'est là que s'intègre l'économie régénérative. L'économie régénérative, elle va chercher à réintégrer l'activité humaine dans ce qu'on appelle un espace sûr, c'est-à-dire un espace qui va permettre aux limites planétaires de retrouver un niveau de seuil inférieur à ces seuils de dépassement, mais également un espace juste, c'est-à-dire une forme de plancher social qui permettrait à chaque individu sur Terre de mener une vie digne. Donc l'économie régénérative, son intention, c'est ça, c'est de réintégrer l'activité humaine dans cet espace sûr et juste. Alors maintenant, ça veut dire quoi, la régénération? Moi, je vais parler de régénération socio-écologique, socio-sociale, écologique, l'ensemble de nos effets sur les écosystèmes. Très souvent, on va résumer l'économie régénérative à la génération d'impacts positifs nets sur les écosystèmes, sur les communautés humaines, sur la société. C'est un petit peu plus subtil que ça, parce que pour générer un impact net, par exemple, sur un écosystème, vous pouvez accepter sa dégradation. Exemple, j'ai une usine qui se localise à côté d'un cours d'eau et qui, à travers son activité, va polluer le cours d'eau. Et à un moment donné, on va décider d'essayer de restaurer les qualités de cet écosystème aquatique pour lui redonner des qualités particulières. Donc là, en faisant ça, on va induire des impacts positifs nets sur cet écosystème. On va le réparer, mais on a accepté préalablement une dégradation. En fait, ces impacts positifs, ils vont plutôt chercher à recréer les conditions qui vont permettre au vivant d'exprimer son potentiel. Une très belle illustration, c'est la période de confinement. Alors, on l'a vécu les uns et les autres de manière très, très différente, mais les écosystèmes, eux, l'ont vécu de manière extrêmement bénéfique. Pourquoi? Parce que pendant un temps, on leur a foutu la paix. On a permis aux écosystèmes de prendre un grand coup de respiration et de réexprimer leur potentiel de vie. Eh bien, la régénération socio-écologique, c'est ça. C'est recréer les conditions permettant non seulement aux écosystèmes, mais également aux humains, aux communautés humaines, aux parties prenantes, d'exprimer leur potentiel. Alors, une fois qu'on a dit ça, l'entreprise régénérative, quelle forme ça prend? Pour pouvoir répondre à cette question, il faut distinguer 2 types d'entreprises. Il y a des entreprises qui vont opérer leurs activités en lien étroit avec le vivant non humain. Exemple, une exploitation agricole. Parce qu'il y a en fait des entreprises dont l'activité même est directement en lien avec la nature, avec le vivant, c'est ça? C'est ça. Ce sont donc des activités qui sont en prise directe avec les écosystèmes, qui s'appuient sur les écosystèmes dans leur propre mode de fonctionnement. Une exploitation agricole va s'appuyer sur les écosystèmes agricoles pour pouvoir fonctionner et opérer.
Pour ces premières entreprises, penser la régénération, ça revient à réinterroger son système de production. Ça revient à réinterroger ses pratiques. Donc, vous êtes une entreprise agricole, vous êtes une entreprise viticole, et vous dites, tiens, aujourd'hui, quelles sont les pratiques que je mets en œuvre? Est-ce que ces pratiques recréent pour le vivant les conditions d'expression de sa potentialité? Est-ce qu'on va permettre au sol de redynamiser sa vie microbienne? Est-ce qu'on va permettre à la biodiversité de se réinstaller dans la parcelle et de jouer ses effets de synergie? Est-ce qu'on va restaurer les services écosystémiques dont la parcelle est potentiellement pourvoyeuse si les bonnes pratiques sont mises en œuvre? Donc voilà de quoi il s'agit quand on parle d'une entreprise qui est en prise directe avec les écosystèmes. Maintenant, il y a un nombre extrêmement important d'entreprises qui ne sont pas en prise directe avec les écosystèmes. Prenons une fonderie. Une fonderie est très, très, très loin des écosystèmes. Et donc, pour une fonderie, par exemple, ça veut dire quoi, être régénérative? Il y a plusieurs portes d'entrée. La première porte d'entrée, alors vous aurez compris que la régénération exige une reconnexion au vivant, parce que c'est le vivant qui a un potentiel régénératif. C'est lui qui a des capacités d'auto-renouvellement quand on lui en donne l'occasion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'entreprise, elle va devoir chercher à se reconnecter au vivant partout où c'est possible. Alors, comment on peut le faire quand on est une fonderie, quand on est une entreprise qui fabrique des bidons aluminium, par exemple? On peut s'y reconnecter à travers ses infrastructures, à travers ses processus ou via sa chaîne de valeur et son sourcing. L'infrastructure, par exemple, vous pourrez dire, aujourd'hui, on a du foncier. Ce foncier est très largement artificialisé, ce qui est une des premières causes d'extinction de la biodiversité. On peut revégétaliser une partie de notre site. On peut revégétaliser nos toitures. On peut désartificialiser nos parkings, on peut installer des jardins-forêts dans notre espace foncier. En matière de processus, on peut se dire, tiens, aujourd'hui, je traite mes eaux usées en m'appuyant sur la physique et la chimie. Je peux m'appuyer sur la biologie. Je peux faire ce qu'on appelle de la phytoépuration, de la phytoremédiation, et donc m'appuyer sur la capacité de certains types de plantes à épurer naturellement l'eau pour pouvoir répondre à mes besoins d'épuration d'eau. Ce qui va exiger des modifications de process en amont, puisque vous n'allez pouvoir alors envoyer dans cette station d'épuration naturelle que des molécules qui sont bioassimilables. Donc, ça veut dire que ça va avoir des conséquences sur votre propre process industriel. Vous allez également pouvoir remettre en question votre sourcing. Si je suis une entreprise textile, à un moment donné, dans ma chaîne de valeur, il y a une exploitation agricole qui fait du coton, qui fait du lin, qui fait de la cellulose via de l'exploitation forestière. Et ça renvoie à la question des pratiques que j'évoquais tout à l'heure. Donc ça, c'est une première possibilité d'embranchement au vivant. Deuxième possibilité d'embranchement au vivant, c'est de mener des innovations biotechnologiques ou de s'appuyer sur des innovations biotechnologiques, biomimétiques en matière de conception. Conception au sens large, en termes de conception de produits, de conception de process, de modes de fonctionnement plus globaux. On a par exemple identifié une entreprise, une start-up, qui produit aujourd'hui des fibres textiles, non pas au départ d'une exploitation agricole, mais via un processus de fermentation de déchets liquides issus de l'industrie agroalimentaire et brassicole. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en travaillant sur ce qui aujourd'hui est un déchet, qui pose toute une série de problèmes au secteur qui l'émet, et en identifiant un processus de fermentation particulier, ils sont capables de produire de la cellulose à la base de la fibre textile. Pour vous donner un peu une idée de ce que ça peut représenter, si vous plantez sur une superficie équivalente à un terrain de football du coton, vous allez récolter par an une demi-tonne de coton. En utilisant ce processus de fabrication, de fermentation de cellulose microbienne sur la même surface, vous allez être capable de générer 115 tonnes de cellulose. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une surabondance sur des surfaces extrêmement petites de fibres textiles qui vont pouvoir donner de l'air à d'autres espaces et mobiliser nos terres essentiellement pour du vivrier. Donc, voilà un autre exemple. Troisième point d'insertion, c'est de se dire, imaginez que vous êtes une entreprise de service. Je travaille beaucoup avec des entreprises de service. Elles me disent, oui, bon, on pourrait se dire que c'est dans l'immatériel, qu'il n'y a pas de processus à transformer, en tout cas de production, que c'est plus
Plus C'est ça. compliqué. Et donc, c'est effectivement plus compliqué. Si je suis une entreprise de services numériques, par exemple, c'est pas évident de me projeter dans le régénératif. Et donc là, l'entreprise de service, mais tout comme certains types d'entreprises industrielles, peut décider de venir en support à l'adoption de pratiques ou d'usages régénératifs qui vont être mis en œuvre par leurs clients. C'est ce qu'on appelle des logiques au carré. Il y a une entreprise de services numériques, par exemple, qui a développé des solutions permettant d'accompagner la transformation des pratiques des agriculteurs ou des viticulteurs dans le cadre de mise en œuvre de pratiques régénératives, d'en évaluer les impacts et de les valoriser sur un plan monétaire ou non monétaire sur certains types de marchés, notamment le marché du carbone. Et puis finalement, si vous êtes une fonderie, eh ben, tous ces éléments ils vont avoir du mal à vous rendre régénératif sur votre périmètre propre. Ils vont avoir du mal parce que simplement le niveau d'impact que vous exercez sur les écosystèmes est tel que malgré ces points d'insertion, vous n'allez pas pouvoir véritablement inverser la tendance. Et donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette entreprise qui à un moment donné va avoir des impacts négatifs incompressibles, elle va devoir, et c'est la vision qu'on porte dans le cadre de notre centre de recherche-action, elle va devoir s'insérer dans un écosystème coopératif d'acteurs et c'est sur le périmètre de cet écosystème coopératif que va porter l'effort de régénération. Ça veut dire qu'il va y avoir de nouvelles formes de coopération, de nouvelles formes de complémentarité, de nouvelles formes de synergie à imaginer entre des entreprises qui sont distantes du vivant, distantes des écosystèmes, et des entreprises qui sont plus proches, pour que collectivement, par des voies de mutualisation, elles arrivent à générer à l'échelle de cet écosystème des dynamiques régénératives. Donc voilà ce que je peux vous dire à titre très synthétique sur ce qu'est l'économie régénérative. Donc, ce que j'entends, en fait, c'est que quelle que soit l'activité aujourd'hui de l'entreprise, le modèle peut s'appliquer, c'est-à-dire qu'il y a des stratégies pour euh, euh, s'appuyer sur, soit en direct, mais en tout cas s'appuyer sur ce que dans ton bouquin tu appelles les services rendus par la nature, c'est-à-dire s'appuyer sur la puissance du vivant. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout dans notre logiciel économique, c'est-à-dire de se dire que la nature, elle offre des services qu'on ne connaît pas au fond, qu'on n'utilise pas. Alors on a en tête peut-être le biomimétisme, mais qui est quand même une logique très humaine de duplication de ce que fait la nature. J'ai l'impression que ça va beaucoup plus loin que ça. Et j'ai l'impression aussi que du coup, ça change notre regard par rapport au vivant. Ça peut-être peut nous amener dans une direction de collaboration et non pas de j'utilise le vivant pour qu'il me permette d'être plus productif. Absolument. Alors, effectivement, ce que tu évoques renvoie au service écosystémique. Alors, à la fois, c'est une vision très, très anthropocentrée, très centrée sur l'homme, mais en fait, nos écosystèmes aujourd'hui génèrent un ensemble de fonctions et de services écosystémiques qui, s'ils venaient à disparaître, rendraient purement et simplement la vie impossible sur Terre. Et quand je parle de la vie, c'est la vie sous toutes ses formes, qu'elle soit animale, végétale et le sous-embranchement animal que nous sommes, nous les humains. Ces services écosystémiques, c'est quoi? C'est par exemple des services de régulation. Alors d'abord, il y a un ensemble de services de soutien. C'est probablement les plus importants. Les services de soutien, c'est quoi? C'est par exemple l'activité photosynthétique. L'activité photosynthétique qui va transformer le carburant qu'est l'énergie solaire en un processus permettant de donner à la plante ce dont elle a besoin pour se développer et de générer des processus de séquestration carbone, des processus d'amendement vertueux des sols, etc. Donc ça, il y a un ensemble de services de soutien qui sont extrêmement importants. À côté de ça, il y a les services de régulation. Aujourd'hui, la qualité de l'air que nous respirons, le cycle de l'eau, le petit ou le grand cycle de l'eau, tous ces éléments sont directement liés aux services que nous rendent les écosystèmes. Les écosystèmes nous rendent des services d'approvisionnement, c'est-à-dire que tout ce que nous mangeons aujourd'hui provient de près ou de loin des écosystèmes et repose intégralement sur ces écosystèmes. Et puis, il y a des services récréatifs. Quand on va se balader en forêt et quand on se régénère en forêt, eh bien, on bénéficie d'un service récréatif. Aujourd'hui, on a dans notre tradition scientifique, je l'évoquais tout à l'heure, plutôt privilégié la physique et la chimie pour répondre à nos besoins. Or, la biologie, les écosystèmes arrivent à traiter tout ce dont ils ont besoin
pour se développer, prospérer et satisfaire à leurs besoins. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'économie régénérative, elle invite à se réembrancher aux services écosystémiques, non seulement pour nous appuyer sur ce qu'ils sont capables de prendre en charge, mais également pour venir les restaurer, pour venir les redynamiser, les régénérer et développer ce qu'on appelle des éléments de symbiose avec ces écosystèmes. Donc ça, c'est vraiment un élément qui est au cœur de l'économie régénérative. S'il y avait un service écosystémique comme ça, sur lequel toi tu as du recul, sur lequel on sait qu'il amène énormément, qui peut aider l'entreprise à se développer, enfin, ça serait lequel? Alors, je peux vous donner un exemple très, très pratico-pratique. Quand vous plantez un arbre en ville, en dessous de l'arbre, il fait entre 7 et 12 degrés de moins que lorsque vous n'avez pas cet arbre. Aujourd'hui, les villes souffrent d'îlots de chaleur urbains. Ce sont des zones de concentration de chaleur et dans une perspective de réchauffement climatique, ces îlots de chaleur urbains ne vont faire qu'augmenter. Et donc, aujourd'hui, planter des arbres en ville, par exemple, permet de rafraîchir la ville, d'y ramener de l'humidité, d'y ramener de la biodiversité. Et donc, voilà un exemple de service rendu par un écosystème. Pour une entreprise, je vous parlais tout à l'heure de la possibilité de renaturer des sites. La végétalisation d'une toiture, par exemple, on peut trouver ça sympathique, on peut le regarder de loin en se disant « Ok, c'est nice to have, c'est mignon d'avoir du gazon sur sa toiture ». En fait, ça rend un ensemble de services écosystémiques. Par exemple, ça va tamponner les eaux. Donc, ça veut dire qu'en cas de forte précipitation, vous n'allez pas saturer les réseaux de distribution d'eau, les réseaux de décharge d'eau. Et donc, il y a moins besoin de les dimensionner. Deuxième élément, c'est un formidable régulateur thermique. Les entreprises qui ont végétalisé leur toiture ont été jusqu'à réduire de 96% le besoin en climatisation ou en chauffage en été ou en hiver, de par les services écosystémiques rendus par cette action de végétalisation. Donc voilà des exemples d'articulation des services écosystémiques à l'activité humaine. Il y en a infiniment d'autres. Je pourrais vous donner une liste d'exemples pratiquement infinie. D'accord. Il y a des questions, donc je les regarde en parallèle et je pense qu'on va en garder certaines qui sont complexes. On en gardera quelques-unes pour la suite. Il y a une question, par exemple, sur la différence entre l'économie régénérative et la perma-entreprise. Il y a une question sur la notion d'écologie industrielle et territoriale. On va voir. Si on a un petit peu de temps en fin de webinaire, il n'y en a rien de temps prévu pour ça, voir si tu peux les traiter. Moi, j'avais envie de t'amener là, sur le terrain qui est au départ ton cœur d'expertise, qui est celui du modèle économique. Et que tu nous parles de ce que c'est ou de comment on peut évoluer vers un modèle économique régénératif. Je crois que tu parles aussi d'efficacité, d'efficience, économique. Comment tu peux nous permettre de rentrer dans ce sujet-là de façon simple et en nous montrant le potentiel de ça? Parce que, encore une fois, juste l'idée, c'est comment essayer de découpler à un moment, autant que faire se peut, la création de valeur de l'entreprise d'une croissance qui est aujourd'hui, nativement, on la perçoit comme quantitative. C'est-à-dire, si je veux développer mon entreprise, il faut que je produise plus, il faut que je vende plus, que ce soit des produits ou des services. Et donc, on sait qu'à un moment donné, c'est pas respectueux des écosystèmes, ou ça peut ne pas l'être. Absolument. Alors déjà, je vais peut-être reposer très très rapidement la notion de modèle économique, parce que souvent quand on dit modèle économique, on pense à un modèle de revenu, c'est-à-dire la manière dont une entreprise va contractualiser et va générer le cash. Or, c'est beaucoup plus global que ça, c'est beaucoup plus systémique que ça. Le modèle économique, c'est toute l'architecture de valeur d'une entreprise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord, quelle est la valeur que l'entreprise crée? Quelle est la création de la valeur? La création de la valeur interroge les offres et leurs destinataires. Quelles sont les offres et en réponse à quel type de besoins, à quel type de problématiques, à quel type de problèmes à résoudre émerge-t-elle. Une fois qu'on sait l'offre qu'on veut mettre en marché, il faut organiser sa production, il faut organiser l'ensemble des activités de l'entreprise pour fabriquer cette offre. Il faut mobiliser les bonnes ressources, il faut les allouer aux bonnes activités. Il faut rendre cette offre disponible, c'est ce qu'on appelle la distribution de la valeur. Cette distribution de la valeur, ça va d'abord être la distribution physique. Si vous voulez acheter un ordinateur, il faut que cet ordinateur il arrive jusqu'à vous. Et donc, il faut un flux de distribution physique. Mais il y a également un enjeu d'appropriation mentale.
C'est-à-dire d'abord, de dire est-ce que par rapport à mes besoins spécifiques, cet ordinateur est meilleur qu'un autre ordinateur? Donc, comment est-ce que je me représente la capacité d'un objet, la capacité d'une offre à prendre en charge les besoins qui sont les miens? Et puis 2, quand je l'achète, est-ce que je sais correctement l'utiliser pour en tirer le plein potentiel? Et puis finalement, se pose la question de la monétisation pour l'entreprise, c'est-à-dire tous ces éléments, la rencontre de l'offre et de son marché, comment est-ce que je la contractualise, comment elle est constitutive d'un flux de revenus pour moi. Et puis en face, l'organisation de la production, de la distribution, de l'ensemble des activités qu'il faut mettre en œuvre pour que la valeur soit correctement appropriée, vont être constitutives de ma structure de coûts, charge à moi bien évidemment à équilibrer structure de coûts et modèle de revenus. Et puis finalement, la valeur résiduelle, il faut la répartir. Donc le modèle économique, c'est tout ça en fait. Donc ça veut dire que innover sur le modèle économique, c'est innover de manière systémique sur l'offre, sur la manière de la produire, sur la manière de la rendre disponible aux clients et sur la contractualisation. Et j'ai envie de dire que le juge de paix, c'est un peu la contractualisation. Alors aujourd'hui, la très grande majorité des modèles économiques qui sont construits, tu l'évoquais Romain, ils sont construits sur des logiques volumiques à visée de croissance. Et cette croissance, elle est le plus souvent extractive. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'une entreprise se développe, elle doit vendre toujours plus d'unités de quelque chose. Alors on a 2 options. Soit les unités sont régénératives, c'est-à-dire que chaque produit vendu contribue à l'amélioration d'un écosystème ou d'une communauté humaine. Là, tout va bien. Le modèle économique, il est extrêmement vertueux. Faire un exemple, un service dont l'utilité écologique ou sociale est évidente, c'est ça, par exemple? Alors, c'est au-delà de ça, c'est une entreprise qui a réussi à construire un système de production qui fait en sorte que à chaque fois qu'elle sort un produit, elle va générer des impacts positifs. Par exemple, c'est une entreprise qui, si je ne regarde que le carbone, même si fort heureusement la régénération, elle décloisonne le carbone pour aller sur d'autres sujets, serait dire à chaque fois que je vous vends un produit, je séquestre un peu plus de carbone. Je peux vous donner des exemples extrêmement concrets. On a une entreprise, par exemple, aux États-Unis, une entreprise qui s'appelle Guayaki, qui est une entreprise qui vend des boissons énergisantes au départ de maté. Le maté, c'est un peu une plante comme le thé, qui est traditionnellement produite sous la canopée de la forêt atlantique, mais qui, pour des besoins d'industrialisme et de productivité, est sortie de la forêt pour aller en plein champ. Et le maté, quand il est produit en forêt canopée, il offre des bénéfices organoleptiques et surtout des bénéfices nutritionnels qui sont complètement perdus quand ça part en culture intensive en plein champ. Et donc, on a une entreprise aux États-Unis qui a dit, nous, en fait, on veut réintégrer le maté sous la canopée atlantique dans un projet économique qui vise à donner aux populations locales un revenu lorsque l'arbre debout par rapport à un revenu qui consisterait à être généré par l'arbre coupé. Donc, ils ont créé un modèle économique de reforestation. Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils vont planter du maté, ils vont planter des surfaces plus importantes de canopées, non seulement pour abriter l'activité, mais au-delà pour induire la régénération. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous achetez aux États-Unis cette boisson, en Europe cette boisson, eh bien, quelque part, elle participe à un travail non seulement de régénération écologique des écosystèmes forestiers de la forêt atlantique, mais également un programme de régénération sociale des communautés humaines qui dépendent de ces forêts. Donc là, on a un modèle qui, sur papier, a intérêt à intensifier sa production et a intérêt à vendre toujours plus de volume. Mais en fait, on se rend compte que même là, on a un plafond de verre. Parce qu'on a une taille au-delà de laquelle on n'arrive plus à contrôler ces impacts négatifs. Donc, ça veut dire que même là, la croissance irraisonnée et non capée, non limitée, n'est pas possible. Malheureusement, le plus souvent, chaque volume est consommateur de ressources, est consommateur d'énergie, est constitutif d'impacts négatifs. Et donc là, forcément, il faut se désengager de cette logique volumique. Alors, comment on fait? Et c'est ça qui est difficile. C'est extrêmement difficile. Alors, là, on rentre vraiment dans le cœur du réacteur, comme tu le disais tout à l'heure. Alors, il y a un élément qui est très important à comprendre quand on parle de modèle économique, c'est la dynamique de performance qui est attachée à un modèle. La dynamique de performance, c'est quoi? C'est ce qu'une entreprise a implicitement intérêt à faire
au regard de la logique propre du modèle économique. Je vous donne des exemples, parce que ça, ce n'est pas très concret, à mon avis. Imaginez que vous êtes un vendeur de machines à laver industrielles. Vous vendez des machines à laver pour le compte de professionnels. Quand vous avez un modèle de vente en volume de machines à laver, d'abord, vous avez un intérêt économique à vendre le plus de machines possible. Donc, vous avez une dynamique de performance qui vise à augmenter les volumes. 2, vous n'avez pas un intérêt économique à ce que les machines durent le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les marchés vont saturer, tout le monde va être équipé. Et donc, ce qui va tirer les volumes dont vous avez besoin pour faire tourner votre activité, c'est quoi? C'est le marché de renouvellement. Et donc, si vous allongez exagérément la durée de vie de votre produit, vous retardez d'autant le renouvellement de la machine et donc le volume dont vous avez besoin. Donc, vous n'allez pas optimiser la conception de la machine pour la faire durer longtemps. Imaginez qu'on fait bouger le modèle économique, qu'on ne vend plus la machine, mais qu'on la loue, moyennant un loyer mensuel. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui bouge dans la dynamique de performance? Eh bien, cette machine, vous avez désormais un intérêt économique à ce qu'elle dure le plus longtemps possible, puisque tant qu'elle sera chez le client, elle va produire du revenu. Néanmoins, vous avez toujours un intérêt économique à placer un maximum de machines chez vos clients, puisque chaque machine placée va vous générer un loyer fixe mensuel. Okay? Et puis en plus, comme vous louez la machine, vous en gardez la propriété. Donc vous maîtrisez le flux de machines. Ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place des boucles d'économie circulaire, dont j'imagine la plupart d'entre vous sont familiers. Donc ça veut dire que vous savez qu'un jour ou l'autre, vous allez récupérer cette machine. Donc vous avez intérêt à concevoir une machine qui est démontable, réparable, et pour laquelle vous allez pouvoir récupérer des composants pour les réintégrer dans une nouvelle génération de machines. Imaginons qu'on fait encore bouger le cran et qu'on dise, mais finalement, on peut rester sur un modèle de location, mais imaginons qu'on ne soit plus payé via un loyer mensuel, mais payé à l'usage. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la machine tourne, on a un revenu, et quand elle ne tourne pas, on n'est pas payé. Qu'est-ce qui bouge dans la dynamique de performance? Cette fois, vous n'avez pas un intérêt économique à vendre le plus de machines possible. Parce que si vous placez des machines qui sont très faiblement utilisées par un client qui en aurait trop, eh bien, vous n'allez pas, vous allez être pénalisé, vous allez immobiliser des capitaux sans en avoir le retour sur investissement, ou en tout cas, le retour va s'étirer sur des temps exagérément longs. Donc, vous avez intérêt à dimensionner le parc machine au plus près des usages réels qui vont être mis en œuvre par le client. Et vous avez même intérêt à accompagner le client à la rationalisation de ses usages. Et puis, vous pouvez encore aller plus loin et dire, mais en fait, on pourrait ne plus parler de machines, mais s'intéresser aux services que ces machines rendent, à savoir vendre du linge propre. Et là, vous intégrez dans votre propre modèle économique l'énergie qu'il va falloir mobiliser pour faire tourner le parc machine, l'eau, les consommables, et ça devient des coûts que vous avez internalisés dans votre modèle économique, que vous avez un intérêt économique à minimiser. Donc, quelle est la leçon? La leçon, c'est quoi? C'est de se dire qu'à chaque fois que je fais bouger mon modèle économique, je fais bouger la nature de la dynamique de performance. Ce que je vous ai montré ici, c'est j'ai déplacé progressivement la logique du modèle d'une logique de moyen. Je vous vends un moyen de laver votre linge à une logique d'effet. Je vous vends le résultat que vous attendez du moyen que je mettais en œuvre jusqu'ici. Et ça, une fois qu'on a fait ça, et je m'arrête juste là après, Romain, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on a placé en fait l'efficience au cœur de la dynamique de performance. Donc, on commence à tordre le coût et volume. Alors ici, on n'est pas encore complètement dans du régénératif au sens où je vous l'ai expliqué tout à l'heure, mais cet exemple, il a le mérite de bien voir ce qui se joue derrière la question du modèle économique. Et ça, dans ton expérience que tu viens de nous décrire pour des machines à laver, on voit bien, on passe d'une logique d'un produit à une logique de location au début, puis après de service, etc. Et ça va très loin, comme tu viens de le dire, c'est des perspectives assez dingues d'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qui est envisageable dans tous les modèles économiques, ou est-ce que on en est où à ce stade-là aujourd'hui de ça? Alors, il n'y a malheureusement pas une réponse standardisée. C'est-à-dire qu'on n'a pas une réponse standardisée sur étagère. Ouais. On prend la réponse, on la plug dans le modèle et puis on se dit, ça y est, on a significativement réduit nos impacts et où on a mis l'entreprise sur la voie du régénératif. L'exemple que je viens de vous évoquer avec nos machines à laver, là, il marche très, très bien pour les biens d'équipement durables ou semi-durables. Et si vous êtes une entreprise de service ou si vous vendez des produits de grande consommation, ça ne marche pas. Je veux dire, parler de louer une pomme, ça n'a aucun sens. Okay. Donc là, ça veut dire qu'en fait, on va avoir un ensemble de moyens de repenser le modèle qui vont permettre aux entreprises
soit directement d'aller sur le paradigme de la régénération, soit pour des entreprises qui seraient très, très distantes du vivant, cette incapacité à être régénératif sur son périmètre propre, et de réduire ces impacts à leur seuil incompressif, de manière à ce que, à l'échelle de l'écosystème coopératif d'acteurs sur lequel va porter l'effort de régénération, eh bien, l'effort soit moins intense. Ouais. Donc voilà un peu une logique. Donc on a aujourd'hui on a des réponses plus ou moins matures en fonction des sujets. Hein. L'économie régénérative est un sujet émergent. Donc ça veut dire qu'on n'a pas quelque chose qui est, en tout cas à l'échelle des modèles économiques régénératifs, c'est aujourd'hui quelque chose de relativement émergent. Mais aujourd'hui, oui, on avance dans la construction de réponses et on peut trouver des choses parfois absolument intéressantes, absolument fascinantes, et on peut même trouver des réponses à des injonctions a priori impossibles à résoudre, des impensables. Le temps file, c'est dense. Moi, il y a deux questions que j'ai vraiment envie de te poser avant qu'on aille faire des échanges aussi en petits groupes. Je vois aussi vos questions. Hein, je perçois dans les questions qui sont faites des questions techniques, il y a des questions qui montrent aussi qu'il y a une forme d'absence de clarté par rapport à l'économie régénérative, l'économie symbiotique, la perma-entreprise, l'économie du donut. Si on a le temps tout à l'heure, peut-être que tu nous diras un mot pour peut-être ajouter de la clarté, parce que c'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a plusieurs modèles et du coup on ne sait pas trop où aller. Les deux questions, moi, le premier rapide, Pascal, peut-être s'appuie rapide dans ta réponse, s'il te plaît, parce qu'elle s'appuie peut-être sur ce que tu fais auprès de la Convention des entreprises pour le climat. C'est-à-dire comment on démarre en fait? Comment on démarre quand on est une entreprise qui a envie d'aller vers ces modèles-là? Le point de démarrage, c'est une bonne problématisation. Aujourd'hui, la très grande majorité des entreprises problématisent mal. Et un problème mal posé va mobiliser derrière une énergie parfois considérable pour apporter en point de sortie forcément une réponse insatisfaisante ou déceptive, puisque c'est une réponse à un mauvais problème. Hein, je vous donne un exemple. Imaginez que vous êtes une entreprise qui fabriquait des voitures ou qui fabriquait des camions. Si vous dites mon problème, c'est de réduire les émissions carbone de ma flotte de véhicules, c'est un mauvais problème. C'est un mauvais problème. Pourquoi? Parce que vous ne remettez pas en cause, d'abord, vous ne regardez que le carbone, et vous ne regardez pas toute la systémique et tous les effets d'interdépendance de votre modèle économique de vente au volume de camions ou de voitures sur les autres limites planétaires. Vous restez prisonnier d'un modèle volumique. En gros, votre R&D, si vous posez le problème comme ça, votre R&D, elle va partir sur l'électrification ou l'hydrogénisation de la flotte. Mais le cœur du modèle, il reste le même. Il va falloir non plus vendre toujours plus de véhicules thermiques, il faudra vendre toujours plus de véhicules électriques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'abord, on entretient ce qu'on appelle un système socio-technique, donc par exemple un réseau routier qui va avoir besoin de se densifier pour supporter toujours plus de voitures. Le réseau routier en France, il a augmenté de 13% en 20 ans. Ça participe à la fragmentation des habitats, ça participe à l'artificialisation des sols. Ça, c'est directement des limites planétaires. Changement d'affectation des sols, c'est une limite planétaire. Biodiversité, la fragmentation de l'habitat étant la première cause d'extinction de la biodiversité, c'est une deuxième limite planétaire. Donc, vous voyez que le problème, il n'est pas bien posé. Le seul problème qui vaille, quand on est une entreprise qui fait de la vente de voitures ou de la vente de camions, c'est comment est-ce que je réduis de manière volontaire et délibérée le nombre de voitures ou le nombre de camions que je mets sur la route et la circulation qui parcourt. Ça, c'est ce que tu appelles, par exemple, la question régénérative, c'est la façon de se poser une façon radicalement nouvelle quand même. C'est la question générative et elle présuppose d'abord de vraiment mener une cartographie fine des impacts que l'on exerce sur les écosystèmes et sur les communautés humaines, les parties prenantes desquelles on dépend et sur lesquelles on agit. Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Une fois qu'on a réussi à faire émerger cette question générative, alors on la met sur la table de travail du changement de modèle économique. Parce que quand je reprends l'exemple de réduction volontaire du nombre de camions ou du nombre de voitures et de la circulation qu'ils génèrent, forcément, vous regardez le modèle économique d'un fabricant de bagnole ou d'un fabricant de camions, là, ça fait exploser le modèle en plein vol, puisqu'ils ont un modèle économique volumique. Donc, il va falloir complètement transformer le modèle économique. Et là, il y a des méthodes, heureusement, on n'est pas dépourvu. On a développé toute une série de méthodes
qui s'appuie sur les méthodes de résolution de problèmes complexes. Je vous donne juste un élément, parce que c'est un élément qui est intéressant et qui montre aussi la vertu de l'économie régénérative. Très souvent, face à un problème complexe, on essaie de trouver les solutions par les causes du problème. Ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que par définition, des problèmes complexes, ils sont constitués d'un ensemble d'éléments qui vont interagir les uns avec les autres. Et donc, je vais résoudre un truc à gauche, mais en fait, par effet d'interdépendance, ça va générer des problèmes à droite. Je vais électrifier ma flotte de véhicules, mais en faisant ça, je vais augmenter mon besoin en ressources métalliques. Et mon besoin en ressources métalliques, c'est quoi? C'est la ressource aujourd'hui la plus polluante à extraire. Ou plus exactement, ça requiert les processus les plus polluants et les plus énergivores. Donc, pensant résoudre un problème à gauche, on crée un problème à droite. Et donc, on a développé des méthodes de résolution de problèmes qui ne s'attachent plus à résoudre les causes d'un problème, ce qui est plombant en plus, hein. C'est pas rigolo, mais qui cherchent à résoudre le problème en travaillant sur les conséquences du problème s'il était résolu. Les conséquences du problème résolu, ça veut dire quoi? Ça veut dire, on pense le monde tel qu'il serait si le problème était résolu, et on s'est dit, qu'est-ce que ça générerait? Et là, en fait, on fait générer plein de trucs hyper souhaitables. Ça nous met du vent dans des voiles, ça nous donne envie. C'est un récit hyper positif, si je reprends ce que tu disais tout à l'heure. Et c'est au départ de ce récit positif que se construit la solution. Donc ça, c'est extrêmement fédérateur, c'est très mobilisateur. C'est ça ouvre plein de portes, il y a plein de questions. Et là, je viens de toucher ton enthousiasme aussi, je viens de l'entendre. C'est-à-dire de partir imaginons tout ce qu'on va produire comme effet positif pour ensuite aboutir à la façon d'aborder le problème. La dernière question que j'avais envie de te poser, parce qu'elle a fait partie de notre rencontre aussi, et j'étais vraiment, par rapport à tout ce que tu viens de nous partager, moi j'étais très touché par le fait qu'assez vite tu me dises, mais au fond tout ça, ça peut pas marcher si en parallèle il n'y a pas un travail personnel, il n'y a pas un travail intérieur. Alors, on va dire des leaders pour simplifier, mais ça veut tout et rien dire. En tout cas, des gens qui agissent. Et puis tu m'as fait part du fait que toi-même, tu étais en chemin sur pas mal de choses. Qu'est-ce que tu as envie de nous partager? En fait, qu'est-ce qui te fait dire que s'il n'y a pas en parallèle un travail sur soi, qui peut être peut-être même de nature spirituelle, ça ne peut pas opérer? À quoi tu t'es heurté qui t'a amené à constater ça? Alors, là aussi, c'est un champ qui pourrait nous prendre toute la soirée, nous emmener bien tard dans la nuit autour du feu. Là. D'abord, rappelons-nous que la régénération, c'est recréer les conditions d'émergence et d'expression du vivant. Le vivant, c'est quoi? C'est une affaire de relation. En fait, le vivant est relation. Relation, interaction, interdépendance. Et en matière de relation, et plus largement dans notre fonctionnement global, on est tous limités dans ce qu'on est capable d'incarner, dans ce qu'on est capable de produire dans le monde extérieur. On est limité par nos propres limites intérieures. Moi, je l'ai vu, j'ai eu la chance de travailler avec beaucoup de dirigeants. Et en fait, le plafond de verre, c'est beaucoup moins la capacité du système à se transformer que la capacité du dirigeant à dépasser ses limites intérieures pour oser explorer des voies inconnues. Est-ce que tu as une limite? Je vous donne un exemple. Les modèles régénératifs sont des modèles qui requièrent absolument d'engager des dynamiques coopératives. Je vous ai parlé d'écosystèmes coopératifs, etc. La coopération est au cœur du régénératif, elle est d'ailleurs au cœur du vivant. Okay? Pour pouvoir coopérer, une des conditions sine qua non d'une coopération réussie, c'est la confiance. C'est la confiance dans l'autre, c'est la confiance dans l'inconnu, c'est la confiance dans la vie. Malheureusement, on ne part pas tous sur la même ligne de départ en termes de confiance. Si on n'a pas confiance en soi, si on n'a pas confiance en la vie, ça va être très, très, très difficile de pouvoir s'engager avec légèreté dans une dynamique vivifiante pour soi, dans véritablement une dynamique coopérative. Moi, à titre intérieur, c'est une limite sur laquelle je travaille beaucoup depuis de nombreuses années. Parce que moi, sur ma ligne de départ, malheureusement, il y a eu des éléments assez traumatisants dans ma vie qui ont fait que la confiance en la vie, pour moi, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et donc, j'ai vraiment eu à engager un très gros travail
pour repérer mes peurs, pour comprendre mes modes de fonctionnement, pour explorer mes parts d'ombre et pour re-questionner certaines de mes croyances. C'est encore un travail en cours, hein. Donc ça, c'est peut-être un exemple un peu concret. Un deuxième élément, peut-être Tu sais que quand tu nous parles de travailler sur tes ombres, depuis quelques dizaines de secondes, tu es baigné d'une lumière assez, assez, je sais c'est pas les comment rayons la du décrire. soleil. Je suis un peu à contre-jour avec les rayons du soleil. Ouais. Elle a intervenu dans la vraie vie, là. Ah, tu préférais l'illumination? Ouais, je te laisse terminer sur la deuxième chose. Peut-être un autre élément, mais je pourrais vraiment être enfin, il y a tant de choses à dire sur ce sujet. Mhm. L'économie régénérative, c'est une économie qui va présupposer de réinvestir le champ de la coévolution. Dans le vivant, tout coévolue. La coévolution, c'est quoi? C'est dire que on va tenir compte des effets qu'on génère, par exemple, sur les écosystèmes pour nous transformer. On va écouter ce que les communautés humaines avec lesquelles nous sommes en prise directe, avec lesquelles nous sommes en lien, ont à nous dire pour évoluer. Et la transformation de notre milieu, la transformation de notre écosystème relationnel va nous transformer à notre propre tour. Ça, c'est un élément central de l'économie régénérative. Dans l'économie régénérative, on doit réapprendre non pas à nous séparer de manière franche avec le vivant, on doit même dépasser la compréhension d'une coexistence pacifique avec le vivant pour se rappeler qu'en fait, nous sommes sur le même bateau, nous sommes dans une logique de coévolution. Quand on a dit ça, coévoluer, c'est accepter de ne pas tout maîtriser. Et là, voilà, là vous avez compris où je veux en venir. Voilà, on voit. Okay. Parce que ça veut dire qu'on accepte de se laisser transformer par ce qui advient. On accepte de se laisser transformer par les effets qu'on génère et qui nous renvoient un message. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, il y a un besoin de lâcher prise. Mais coévoluer, c'est être aussi attentif aux signaux qu'on nous donne. Parce que si je suis hermétique aux signaux qu'on me donne, je suis figé dans ma propre dynamique d'évolution, dans ma propre trajectoire, dans mon propre plan stratégique. Je déroule ce que j'ai imaginé. Je ne suis pas du tout dans une logique de coévolution. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que coévoluer, c'est pouvoir écouter. C'est pouvoir être attentif aux signaux faibles. Et ça présuppose quoi? Ça présuppose une intention et une attention particulière. C'est des sujets qu'on connaît et qu'on essaie de cultiver beaucoup ici. Ouais. Voilà. Merci, Christophe. Intention, conscience. Ouais. Voilà. Il y a plein de choses. Je pourrais parler du rapport à la limite. Je pourrais parler de pouvoir être capable de poser un objectif qui va bien au-delà de soi. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses. Mais effectivement, l'économie régénérative n'adviendra pas, et après je me tais, premier Romain, elle n'adviendra pas sans un travail véritable sur soi, sur ses croyances, sur sa représentation du monde, sur ce qui nous relie à l'autre, que l'autre soit un autre humain ou une autre espèce animale, végétale. Voilà. On n'y arrivera pas sans ça. C'est fondamental. Merci de finir sur ça, entre guillemets finir, on finit rien, on boucle rien, mais en tout cas d'amener cette dimension-là. Allez, on va se mettre en petit groupe et puis on se retrouvera avec Christophe pour boucler tout à l'heure le temps passe à une vitesse, c'est passionnant et je pense que je suis pas le seul à être frustré, je vois vos questions aussi, ça ouvre plein de choses. Donc merci pour tout ça. L'idée quand on se met en petit groupe dans notre communauté, c'est de se rencontrer bien sûr, c'est de nourrir les uns les autres. Et puis là ce soir, j'aurais envie de poser l'intention avec vous d'ancrer quelque chose. C'est-à-dire par rapport à ce qu'a amené Christophe, qui évidemment mérite des explorations, des approfondissements. Je pense qu'il faut plusieurs couches successives pour appréhender avec finesse tout ce que tu viens de nous dire, mais peut-être simplement partager dans le petit groupe dans lequel vous allez vous retrouver ce que vous avez ressenti comme émotion, comme élan, qu'est-ce que ça a généré, et puis de quoi vous auriez besoin pour aller un cran plus loin. Voilà, il y a l'idée de se saisir de peut-être ce qui vous a touché là, pour que ça s'évapore pas une fois que vous allez vous déconnecter, que vous disiez ok là il y a quelque chose qui a vibré pour moi, c'est un fil que j'ai envie de tirer. Donc je vous propose, je vous mets dans le chat un petit lien là pour
pour cliquer, normalement, vous allez accéder à deux questions qui peuvent vous permettre comme ça d'organiser votre échange. Hein, vous serez trois par petit groupe. Vincent va nous téléporter dans des groupes dans 30 secondes. Et puis l'idée, c'est voilà, c'est de passer un petit peu moins d'un un quart d'heure maximum. Donc si vous êtes trois, ça fait 4-5 minutes par personne. Et je vous souhaite de prendre du temps, de prendre du plaisir, mais aussi de vous autoriser du silence, de vous autoriser voilà, le temps de la rencontre, à faire comme vous le savez faire dans la simplicité aussi pour voilà, mettre des mots sur ce que ça a mis en mouvement ou éveillé ou suscité chez vous. Voilà, les deux questions, elles sont là pour vous guider. Et Vincent, je te laisse opérer la magie et on se retrouve tout à l'heure. On va redémarrer. Je crois que tout le monde est revenu. J'espère que ça a été un moment fertile pour vous, et puis un temps d'appropriation aussi. Comme il est bientôt l'heure de se quitter, mais qu'on va sûrement déborder quelques minutes quand même, il y avait une question quand même un peu sous-jacente de toutes les questions qui sont apparues dans le chat, qui était une demande un peu de clarté entre les modèles d'économie régénérative, la donut économie, ce modèle-là, l'économie symbiotique. Est-ce que Christophe, tu peux en une minute nous mettre de la clarté sur ces différentes choses? Je vais essayer. Tous ces modèles, en fait, forcément, il y a beaucoup de recouvrements. La Donuts Economy de Kate Raworth, je la positionnerai davantage comme un cadre macro et méso-économique. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui fonctionne extrêmement bien à l'échelle planétaire, qui descend assez facilement à l'échelle des pays, voire à l'échelle des territoires. Par exemple, la ville de Bruxelles, la ville d'Amsterdam, aujourd'hui, ont fait leurs donuts et de plus en plus de villes aujourd'hui se lancent dans la mise en œuvre de leurs donuts. Maintenant, la difficulté quand on la fait descendre à l'échelle de l'entreprise, c'est son opérationnalité. Pourquoi? Parce que notamment les limites planétaires, c'est très très difficile de les descendre à l'échelle de l'entreprise. Et donc, l'économie régénérative, elle s'appuie sur le cadre théorique, le cadre macroéconomique de l'économie du donuts, mais en cherchant à lui trouver des configurations opérationnelles à l'échelle microéconomique, à l'échelle de l'entreprise. Pour le volet économie symbiotique, si vous êtes familier de l'économie symbiotique, je connais bien Isabelle, forcément vous avez reconnu plein de choses et c'est le cas. Il y a beaucoup d'éléments. Alors, elle a cherché à créer un système intégrateur dans lequel elle va encastrer toute une série de modèles économiques, que sont l'économie de la fonctionnalité de la coopération, que sont l'économie des makers, que sont l'économie circulaire, l'EIT, l'écologie industrielle et territoriale, etc. Bon, tu m'as donné une minute, donc c'est très court, une minute, mais moi, ce que je veux simplement vous dire ici, c'est que je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de solution standardisée sur étagère. Ça n'existe pas. Malheureusement, il va falloir construire des solutions au regard de chaque cas, de chaque contexte. Et donc, ça veut dire que il y a à aller piocher dans toutes ces familles, ces traditions, ces théories, ces cadres de réflexion pour essayer de construire les solutions qui vont bien dans un contexte donné. Et il y a des choses qui seront plus pertinentes à l'échelle macroéconomique, il y a des choses qui seront plus pertinentes à l'échelle microéconomique, il y a des choses qui seront plus pertinentes à l'échelle des territoires. Moi, j'ai envie de dire qu'une des spécificités de notre travail, c'est vraiment de s'adresser à l'échelle du modèle économique. Nous, c'est vraiment ça notre unité de travail, c'est de se dire, moi, je parle moins d'économie régénérative ou d'entreprise régénérative que de modèle économique régénératif. Donc, mon cadre, c'est comment ça rentre dans le modèle économique. Et donc, forcément, j'ai besoin des travaux de tous ceux qui travaillent sur ce sujet, de près ou de loin. Et c'est très nourrissant de chercher des ponts, des liens, des interdépendances entre tous ces travaux. Super, merci pour la réponse. Et dernière, avant qu'on se quitte, je vous donnerai quand même deux, trois informations sur la communauté. Mais j'avais envie de te poser une question qui est je peux faire l'hypothèse que, vu l'immensité du chantier et sa complexité aussi, tu as des moments difficiles ou des moments où tu as le sentiment, comme certains peut-être d'entre nous, que ça bouge pas assez vite, qu'il y a des barrières difficiles, etc. À quelle source tu bois, toi? Qu'est-ce qui te maintient engagé dans le changement de cap? Alors effectivement, hein, j'ai des périodes de bas, comme tout le monde, et j'ai parfois des angoisses très très profondes. Comme j'imagine, on est nombreux à les traverser.
je suis moi-même confronté à mes propres limites. Moi, il y a plusieurs éléments. Ma première source, c'est l'action. Je l'évoquais, je pense, à un moment donné. Moi, c'est dans l'action que je trouve quelque part la capacité à tenir l'ensemble des connaissances que je manipule, parce que je suis dedans tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, le deuxième élément, c'est le travail sur moi, c'est l'acceptation de me laisser travailler par mes sujets et d'essayer d'accepter mes imperfections, d'accepter mes pardons, d'accepter mes doutes, de les regarder et voilà, de voir comment toute cette matière que je manipule au quotidien, eh ben, elle m'aide à avancer sur mon propre chemin de vie personnel. Et en fait, c'est une matière qui est féconde pour m'accompagner dans mon propre chemin de vie. Et puis, oui, j'ose le dire, je crois qu'une autre source à laquelle je bois de manière extrêmement gourmande, c'est l'amour. L'amour que j'ai de mes proches, de ma famille, de mes enfants, de ma femme, de mes amis, des gens avec qui je travaille, de ma communauté. Voilà, c'est une source qui recharge beaucoup, 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 beaucoup les batteries. Et celle-là, je vais m'y abreuver jusqu'à plus soif. Et ça se voit. Vraiment un immense Et l'amour du vivant aussi. merci. Que Ouais. je pense qu'il y a peut-être un dernier élément aussi, c'est que je pense que il y a une chose que j'essaie de cultiver beaucoup, c'est le maintien de mes capacités d'émerveillement. Et donc, voilà, souvent, je m'arrête, je regarde ce qu'il y a autour de moi, et je me dis, mais waouh, c'est quand même vraiment beau. Mille merci d'être venu partager tout ça, Christophe. C'est super, vraiment nourrissant. J'espère que ça vous a tous nourris aussi. Vraiment un grand merci d'être. J'ai envie de te dire ce que me dit un ami commun qui s'appelle Stéphane. On ne tirera pas le nom de famille, mais qui dit merci d'être qui tu es. Donc je te dis merci d'être qui tu es. Vraiment. On va se quitter. Je vous donne juste quelques informations. Déjà, une information, si vous avez envie d'aller plus loin, il se trouve que dans le cadre de l'école de Christophe Lumia, il y a un cursus là qui s'ouvre pour des dirigeants qui s'appelle Objectif Transition, changer de modèle économique et civilisationnel. Donc, j'imagine qu'il y a les infos sur Lumia, vous trouverez assez facilement ça sur Internet. En ce qui concerne la communauté, je vous rappelle que tous les mardis, de 8h à 8h30, on a un rituel du matin. Donc vraiment, l'idée c'est de se retrouver, de découvrir ou de pratiquer une pratique d'intériorité, une pratique de ressourcement méditative, énergétique, corporelle. Donc venez, c'est chouette, ça fait du bien. Et puis ce qui arrive aussi, donc on a toujours 3 cercles de leaders qui existent, qui sont ouverts, Paris, Lille, Aix et Marseille. Donc ça, si vous voulez les rejoindre, c'est toujours possible. On sera présent dans un colloque qui est un colloque à Pau, qui est un gros colloque avec beaucoup de personnalités, dont votre humble serviteur, mais qui est sur le thème de la bienveillance. Donc ça, c'est fin juin, c'est le 28 juin. Donc il faut quand même aller à Pau, mais ça vaut le coup. Et première quinzaine de juillet, on aura très probablement, on vous donnera la date, l'avant-première de la sortie du film de Valérie Seguin sur l'intelligence spirituelle au travail. Vous vous souvenez, on a sollicité la communauté il y a quelques mois pour avoir des témoignages. Et donc, elle est en train de monter le film. Et comme on a été vraiment la communauté qui a beaucoup soutenu ce film, on va organiser une avant-première en Zoom, comme ça, tous ensemble. Donc, guettez vos emails. Ça sera probablement un super moment. Je pense que son film, elle m'a dit que c'était génial, qu'elle avait un contenu dingue. Donc, je pense que ça va faire du bien et que ça va pouvoir nous aider aussi. Mille merci pour votre présence. Moi, je vais vous mettre en mode, on va enlever les épingles pour se voir quand même tous. Pour ceux qui sont encore là, je sais pas comment on supprime là. Galerie. Ah bah ça fait du bien de me voir là. Merci à tous. Merci à tous. Merci. À toutes Merci aussi. beaucoup, Wow. c'était superbe. Ouais, vous pouvez ouvrir les micros là. Ouais, c'était top. Merci à Christophe. Oui, merci. Ouais, d'autres présences. Merci tout le monde. Merci. Merci. Merci beaucoup. À bientôt.
Bonne soirée à Merci tous. à Vincent. Merci. Bravo! Merci. Oh ouais, un grand merci. Bonne continuation, hein. Superbe. Au revoir.